Et bienvenue sur un nouvel épisode de Watchlist. Alors, avant de parler des résultats d'Alibaba, je vous ai sélectionné la fine fleur de l'information. You are fake news. Donc vous allez voir, franchement, il y a plein de trucs intéressants. On va aussi essayer de se marrer et c'est parti. I quite agree with both Al Jadon and Christine. Jérôme? Alors, première information. Le FMI a publié ses prévisions sur le PIB mondial. Donc on voit quand même que le PIB mondial stagne sur l'année 2024-2025, mais reste en croissance de 3%. Les États-Unis, ça devrait un petit peu ralentir au niveau de la croissance. L'Amérique latine, il y aura un creux en 2024. Selon le FMI, encore une fois, l'Afrique subsaharienne, ça augmente, c'est des pourcentages importants de croissance. Middle East et Central Asia, là, c'est ici que ça va se passer. Ça va vraiment boomer sur ce triangle-là. Et Emerging and Developing Asia, on va avoir toujours des croissances qui seront plutôt fortes, au-dessus de la moyenne world, mais on va avoir un ralentissement. Et l'Europe qui va rester flat, triste et flat. C'est honteux. Malheureusement, ça me fait pas plaisir de voir des informations comme ça, mais un petit peu d'optimisme, vous voyez, on passe de 0,5 à 0,9, waouh, trop fort. Voilà. Alors, cette zone-là va excessivement boomer au niveau de la consommation, au niveau de la croissance du PIB, mais surtout, on va avoir une consommation de biens de consommation qui va être énorme. Ça va être énormissime. Toute cette zone-là va vraiment boomer. Et donc, on a vraiment tout ce petit sourire-là, ce camembert qui va exploser. Et d'ailleurs, les prévisions du FMI ne s'y trompent pas. C'est bien ici qu'on aura la croissance mondiale. On sera au-dessus des 3%. Je suis désolé de vous infliger ça, c'est pas ma volonté, mais électricité, les prix vont continuer d'augmenter en 2024, mais pas plus de 10%, attention, Oh putain, ça me fait péter des câbles de lire ça, alors... J'avais reçu mandat de tout faire pour que le nucléaire ne soit pas exclu de cette liste. Je rencontre mon homologue anglais, il me dit avoir le même mandat, mon homologue anglais, et nous avons convenu, lui et moi, d'appeler nos gouvernements à Londres et à Paris. Alors j'appelle Paris et j'explique à Matignon que je suis désolée, mais que le Britannique est en train de lâcher. Pendant ce temps, le Britannique appelle Londres et dit la Française est en train de lâcher, je vais me retrouver isolée. On est revenu hilar l'un et l'autre. Ça me met les galops. Donc je suis rentrée à Paris, moi très contente de voir que le nucléaire ne pouvait pas faire partie des technologies retenu au titre du mécanisme de développement propre. Il fallait que j'ai l'air désolée de ce qui s'était passé. Et le Premier ministre ne m'a pas fait de compliment particulier sur ce coup-là, c'est sûr. On pense à tous ceux, bien sûr, qui utilisent de l'électricité au quotidien, aux entrepreneurs qui utilisent de l'électricité, aux boulangers. C'est un peu le cas emblématique en France. Voilà, on peut remercier ces personnes-là qui sont les héritières des gens qui ont cassé la filière nucléaire française et bien sûr, via François Hollande, ce gros FDP. Excusez-moi, je suis énervé. Pourquoi on était indexé sur le prix du gaz? À cause de l'Europe et de nos politiques qui ont signé tous les accords de merde qui nous emmènent là-dedans. Merci les écolos. Voilà, pour les européennes, surtout ne votez pas écolo. Vraiment, s'il vous plaît, respectez-vous. Respectez-vous. Si vous êtes sur ma chaîne, ne faites pas ça. Je vous en prie. Tu crois que c'est du respect, ça? C'était mon petit coup de gueule. Allez, c'est parti, on arrive sur la suite. Michelin, le fameux bonhomme Michelin, on l'aime beaucoup, nous, en France. Et, la Commission européenne l'aime moins. C'est notamment le cas de Michelin, Continental, Nokian, Goodyear. Il y a eu des inspections inattendues. Effectivement, il y aurait eu une possible entente sur les prix des pneus vendus en Europe. Alors bien sûr, c'est des accusations dont Michelin se défend vigoureusement. L'enjeu est de taille. Une entreprise reconnue coupable d'entente sur les prix pourrait se voir infliger une amende allant jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires annuel mondial. Ça pourrait faire très très mal. On espère, on croise les doigts pour que rien n'en sorte. J'en profite pour vous dire que, attention, Michelin publie ses résultats lundi, donc ça va être très intéressant. Bah voilà. Les marchés ont bondi, vous voyez Alibaba à l'époque a pris 7%, Tencent 4, enfin voilà, ça a été vraiment la fête du slip. J'y ai presque cru, je me suis dit, waouh, ça y est, et non. Mais en tout cas, voilà. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un grand pic comme ça, voilà, des volumes hyper importants qui ont été envoyés dans les ETF Chine, donc au 6 février 2024, avec
Alors, Xic a discuté avec le régulateur des marchés pour mettre un plan de sauvegarde selon Bloomberg. Et là, ça a fait le pic, hein, ça a vraiment boosté à partir du moment où Bloomberg a sorti cette news. Les marchés chinois ont boosté de ouf. Il y a eu vraiment un effet ultra cool dans la foulée. Donc là, c'est une info qui date d'aujourd'hui. Au passage, j'aime beaucoup ce présentateur sur Bismart. C'est une émission que je regarde quasiment tous les jours, hein, quand même. Et donc, du coup, le patron du régulateur boursier chinois a été remercié. Et lui, donc, il dit que à chaque fois qu'un régulateur boursier chinois a été remercié, on a eu un rebond de 25% sur le CSI 300. Donc là, boum, preuve à l'appui. Donc là, on a Woking qui vient de se faire dégager. Est-ce que ça serait pas le moment où ça rebondit? Écoutez, on peut rêver. Et BFM Bourse, là, aujourd'hui, aujourd'hui, ça a été la fête de la Chine, avec le questionnaire sur le nouvel an chinois, quels secteurs s'enflammeront grâce au dragon en 2024? L'alcool, les voitures premium, le luxe, les jeux vidéo. Les Français ont répondu le luxe et la picole. Tout ce qu'on aime chez nous, on fait du luxe, on fait de la picole. Allez, ça va rebondir, on est optimiste. Alors justement, sur le journal Nikkei Asia, donc pas mal d'entreprises qui sont cotées ont publiquement, attention, quand ça fait des demandes publiques en Chine, tu sais que tu peux aller te retrouver à casser des cailloux, je sais pas où. Donc en général, c'est vraiment qu'il y a un problème. Donc voilà, ils ont demandé des aides du gouvernement, que le gouvernement bouge pour essayer de les aider. De la même manière, on a un article du Financial Times qui dit que ça y est, ça repart au positif pour Beijing parce que Pékin commence à donner des signaux de soutien. Ça, c'était mon fil YouTube. ce mois-ci, hein, avec c'est la merde, j'en peux plus. Alors ces deux-là, je les suis, donc je les aime bien. Elle, c'est une indienne, c'est pareil, je la suis de temps en temps. Enfin bon, bref, en gros, c'était on n'en peut plus, c'était la capitulation des marchés. Donc voilà, j'ai trouvé ça rigolo de mettre en avant un petit peu mon feed. Il faut quand même garder le moral quand vous avez ça tous les jours devant la gueule. Et alléluia, vous voyez, aujourd'hui, il y a 7 heures. Là, c'était, il y a pas le timing, mais ça, c'est que des trucs qui datent d'aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est l'effet nouvel an chinois? On a un truc sur Bloomberg. Allez, est-ce que ça va shifter en Chine? Un autre truc sur Bloomberg. L'investeur de chez Mobius qui dit il y a pas mal de stocks chinois qui commencent à rentrer dans ces critères. Chez CNBC, ça y est, on explique que la Chine ne suit pas le script, mais il y a quand même de la value. Et de l'autre côté, on dit que on commence à mettre un petit doigt de pied sur le marché chinois. Et donc, est-ce que c'est un changement de narratif pour les médias mainstream? Si c'est le cas, effectivement, on devrait avoir une sorte de mouvement qui devrait revenir sur la Chine avec un petit peu d'investissement. Donc écoutez, ça me ferait quand même du bien parce que je vous montre quand même la gueule de mon feed avant. Et là, bon, on commence à avoir des tout petits signaux faibles de redressement. Sur cette vidéo, le price earning du Hang Seng Index est à 7,5 et le CSI est à 10. Bon, quand même. C'est un truc de fou, quoi. On enchaîne sur la suite sans transition. Le M2, M1 se sont rapprochés en janvier. Donc, M2 et M1, c'est des agrégats de monnaie. Plus ils sont écartés, moins il y a d'investissement. Plus ils sont proches, plus il y a d'investissement. Donc, vu que j'avais un doute, j'ai quand même regardé quelle est la définition. Et donc c'est le gap entre M1 et M2. Et souvent utilisé pour montrer la vitalité de l'investissement. Donc, s'ils sont très écartés, c'est pas cool. S'ils sont plutôt resserrés, ça va mieux. Donc là, on commence à se rapprocher tout doucement, alors qu'on a eu des deltas qui étaient immenses, énormes, très importants. Voilà, je manque du superlatif. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. Alors, comme d'habitude, on va faire un petit point sur les véhicules électriques parce que c'est quelque chose que je suis quasiment tous les mois étant donné que je suis un heureux actionnaire de BYD qui a moins 13%. Bon, il faudrait que je renforce. Alors, BYD, c'est au 1er janvier 2024, BYD, 191 000 véhicules vendus. Numéro 2 des ventes, tous véhicules confondus. Volkswagen, Toyota, toutes les grandes marques sont là. Oh, Tesla, ils sont en 100% véhicules électriques. BYD, 98 000 véhicules vendus. 26% de part de marché. Tesla numéro 2, 39 000 de part de marché. Alors, L'Oréal, moi j'adore cette photo, moi je la trouve
Je la trouve trop drôle. Mais la Chine continentale, où le marché de la beauté est resté atone. Donc ça, c'est extrait de la publication de L'Oréal. En Chine continentale, où le marché de la beauté est resté atone, donc voilà, le marché pourri, L'Oréal progresse de 5,4%, renforçant significativement son leadership. Porté par ses investissements continus dans la qualité de sa distribution en magasin, dans un marché véritablement omnicanal, à Hong Kong, la forte dynamique des ventes est stimulée par la reprise de l'activité touristique. Alors, malheureusement, malgré les chiffres qui sont quand même plutôt résilients en Chine, l'action L'Oréal s'est fait bâcher, ils ont perdu 7%, un truc comme ça. Je ne suis pas actionnaire de L'Oréal, c'est une entreprise que je suis, si elle descend encore plus bas, j'irai me positionner dessus, mais pour l'instant, je trouve que c'est quand même assez cher. Mais c'est une valeur que je suis, que j'ai en watchlist. L'année du dragon. Je suis le dragon sacré, mes pouvoirs ne connaissent aucune limite. Alors, super important, c'est une information qui est hyper importante. Vous voyez, en 2012, on a eu un baby boom pour l'année du dragon. Un enfant qui naîtra l'année 2024, il sera du signe du dragon. Et autant vous dire que c'est un peu la classe. Pour vous donner l'info, moi, je suis né en 1979, et donc, le signe, putain, le signe astrologique chinois, c'est la chèvre. C'est de la merde. Donc c'est pas du tout la classe. Par contre, si vous êtes né signe du dragon, là, ça pèse. Bon, trêve de rigolade, mais là, cette année, on a l'élément bois qui est associé au signe du dragon. C'est l'année parfaite pour agrandir la famille, avec une naissance qui portera chance et prospérité. Avoir un enfant dragon est une telle aubaine qu'en 2024, le monde asiatique attend une hausse de 30% de naissance. Mais dans le monde asiatique, pas que en Chine. Donc ça va avoir un vrai impact économique cette année. Tout un mood qui se crée, 30% de naissance en plus, ça crée de l'économie, ça crée des achats, ça crée un mood dans les familles. C'est plutôt en général des bonnes nouvelles quand il y a des naissances. Donc vous voyez ça crée une dynamique positive pour la région. Donc c'est important de le mettre en avant, et c'est une anecdote que je connaissais pas, que j'ai trouvé excellente en écoutant Bismart tout à l'heure. Donc ça, c'est l'équipe d'Amérique qui a réussi à battre l'équipe de Chine aux Olympiades des mathématiques. C'est un mème qui est assez connu qui dit « Hey, l'équipe des États-Unis a enfin réussi à battre l'équipe chinoise. » Et là, vous voyez, bon, bah, bref, c'est tous des Asiatiques, donc j'avais trouvé ça rigolo. Et je me suis dit, est-ce que c'est une légende urbaine? Est-ce que c'est un truc juste drôle? Et non, parce que là, vous avez encore une équipe des États-Unis. Donc là, c'est pour encore les maths, mais ça, c'est l'équipe 2023. Ensuite, là, vous avez l'équipe de sciences de vie de la Terre. Et là, c'est l'équipe de chimie. Voilà, donc c'est comme ça que les États-Unis arrivent à maintenir un niveau pas trop mal. Vive le melting pot américain. Ils sont quand même super forts. Baltimore est encore plus fort avec sa nouvelle formule. Bon, là c'est un petit peu moins drôle. Tucker Carlson, qui est un journaliste conservateur, qui était d'ailleurs à Fox News pendant très longtemps, a interviewé Vladimir Poutine. L'interview dure 2 heures, et sincèrement, alors il y a des versions en français qui sont sur RT, je pense, mais je vous invite à la regarder. Moi je l'ai écouté, ça permet quand même d'avoir le deuxième point de vue qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre sur les médias en France, en Europe, plus généralement en Occident. Alors je reviens sur mon petit tableau des publications de résultats. Donc on a eu Johnson & Johnson, Rockwell Automation, ça s'est plutôt mal passé. Alibaba, ça s'est plutôt mal passé. Johnson & Johnson, pareil, c'était pas top. Keyence, c'était bon. Total Energy, bof. Hacker Solutions, pourri. Ok, bon bah j'ai fait une semaine vraiment pourri. Alors qu'Hacker Solutions a sorti des chiffres super bons, ils ont pris moins 5%. Donc, en parlant de résultats, on va analyser les résultats d'Alibaba, bien sûr. Alibaba, est-ce que c'est un value play? Est-ce que c'est un value trap? Bon, les résultats sont tombés, le marché a l'air de penser que c'est un value trap, et ça s'est bien cassé la gueule. Ça a quasiment éliminé tous les gains que ça avait pris sur les bonnes nouvelles d'intervention sur les marchés de l'État chinois. Donc des résultats qui sont quand même pas géniaux. On est à 9% d'augmentation des ventes sur ce quarter, 9% year to year, mais on reste quand même sur des pourcentages d'augmentation qui sont pas énormes. Et Taobao Tmall, qui est un peu la vache à lait du groupe, qui fait seulement plus de %. Des EBITDA qui sont vraiment très mauvais ce quarter. Quand même qu'il y a pas mal de trucs qui ont bougé par rapport
aux moyennes habituelles. Donc forcément, est-ce qu'ils n'ont pas dit qu'ils allaient tout mettre sur cette année 2023 parce que de toute façon, elle était mauvaise. Il y a eu les retournements, les problèmes avec les IPO qui ne se sont pas faites. Donc de toute façon, le mood de 2023 était mauvais. Ils se sont dit, allez, c'est parti, on met tout à l'intérieur. Oups. Et comme ça, sur l'année prochaine, on partira sur 2024 sur des trucs un peu plus shiny. Ça reste possible. Parce que le Amortization and Impairment of Intangible Assets, oui, désolé pour l'accent. Interprète, voyeur. C'est quand même beaucoup. Ça aussi, ça fait beaucoup. Hein. Là, pareil, beaucoup. Donc voilà, il y a quand même des trucs qui sont assez étonnants. Voilà, donc des résultats qui sont pas faits pour rassurer. En revanche, les free cash flow, c'est pas si mal que ça. Hein. C'est pas si mal que ça. Hein. Regardez la net cash position, 487 036. C'est beaucoup plus qu'en mars 2023. Donc ça veut dire que le cash dans les poches, ils ont des réserves qui sont plutôt très sympathiques. Vraiment, il y a du cash et il y a vraiment de quoi faire. Des coûts qui restent flat alors que l'activité a quand même un petit peu augmenté. Il faut aussi rajouter qu'ils ont perdu, on en parlait la dernière fois, leur procès contre P. Diddy, où ils avaient un abus de position dominante, où ils disaient aux marchands, en gros, soit vous bossez avec nous, soit vous bossez pas du tout avec nous. C'est-à-dire que soit, si vous voulez avoir accès à Alibaba, vous n'avez pas le droit de bosser ni avec JD, ni avec P. Diddy, etc., etc. Donc c'était quand même un gros abus de position dominante, et je pense qu'il y a quand même pas mal de marchands qui s'y sont pliés, donc ça rebat un peu les cartes du marché global. Et puis ça a coûté quand même la bagatelle de 150 millions de dollars. Hein. Comme d'habitude, on a des parties d'Alibaba qui sont plutôt en perte, et on va aller regarder dans le détail. 2% sur Taobao et Tmall, c'est pas génial, mais c'est quand même sur les volumes, vu que c'est des gros volumes, ça monte pas mal. 3% pour le cloud, c'est bien parce qu'on a un EBITDA, vous voyez, 86%, c'est excessivement bon. C'est exactement ce qu'on avait dit la dernière fois, ils vont réduire les volumes parce qu'ils n'ont pas beaucoup de place pour leur cloud, mais ils vont privilégier les contrats sur lesquels ils marchent beaucoup. Donc c'est effectivement exactement ce qu'ils ont fait. Alibaba International, donc un revenu en year-to-year qui a éclaté, qui a fait plus 44%, donc c'est vraiment énorme. Kenyao, 24%, en général c'est 24-25%, donc c'est plutôt pas mal, ça augmente bien. Et après, par contre, tous les autres trucs là, c'est tout en perte. Hein. Digital Media, Local Service Group, All Over, tout ça c'est de la perte. Alors, allez, on va aller sur Tmall. Tmall, pas grand chose à dire, on est plutôt flat sur les ventes. Je suis assez circonspect par rapport à ça. Vous savez que je suis hyper bullish en général sur la Chine, hein, mais les chiffres ne mentent pas, hein, c'est pas fou. Eux, ce qu'ils veulent faire, donc, c'est essayer de revitaliser. Quand on commence à utiliser des termes revitaliser, rebooster, c'est pas bon, pas génial. Donc voilà, il va falloir être vraiment vigilant parce que on le sait, hein, ça c'est vraiment la vache à lait du groupe. Donc si ça commence à tanguer, c'est le groupe qui tangue en entier. Le cloud, vraiment, moi je trouve que c'est bien. 3%, des EBITDA qui s'apprécient. En year-to-year, on était à 51%. Ça, j'aime bien parce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire comme ça et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc là, pour moi, vous le savez, un terme que j'utilise beaucoup, c'est l'exécution. Est-ce qu'on exécute bien? Et si ça exécute bien, ça veut dire que c'est plutôt une bonne chose. Digital Commerce Group, donc ça, c'est une des bonnes nouvelles, c'est les plus 56%, plus 62%. Donc on a des pourcentages de croissance qui sont très importants. En revanche, on a des EBITDA qui sont toujours très mauvais. Pourquoi? Parce que on a des investissements très importants sur AliExpress Choice, donc ce qui est le prime de AliExpress, et Trendyol, notamment la partie de la monétisation. Trendyol, ils ont raison, hein, parce que Middle East, Turquie, c'est des zones qui vont être en très très forte croissance, et le prime de AliExpress, c'est important aussi qu'ils prennent ce virage-là. 388% de résultats négatifs sur les bidas, ça fait quand même un petit peu mal aux fesses. Hein. C'est des investissements pour être plus performants et Dieu sait que sur l'international, ils ont vraiment une vraie carte à jouer, donc ça mérite des capex. Kenyao, ça reste très très bon, 24-27%, bon ça reste des pourcentages qui sont quand même plutôt élevés, avec un EBITDA qui est toujours en bien meilleure situation. En revanche, est-ce qu'ils sont affectés par la situation en mer Rouge? Voilà, ça je sais pas. Donc ça serait intéressant de regarder ce qui se passe ou s'ils en parlent par la suite. Les Local Service Group, donc voilà, c'est en perte. Digital Media, c'est très très gourmand en investissement. Perte qu'ils ont, c'est sur Youku. Youku, c'est le Netflix de Alibaba. Je sais pas, je suis assez circonspect. Il va falloir
falloir suivre ça. Ça, c'est vraiment la grosse déception du quarter. Freshippo, Sunart, Alibaba Health, tout ça. Surtout Sunart, qui, d'après ce que j'ai compris, qui n'a pas du tout bien performé. Il semblerait, il y a eu des rumeurs sur la vente de Freshippo. Plus du tout un IPO, hein. Vente directement de Freshippo. Après, effectivement, le revenu baisse, l'EBITDA se casse la gueule. Voilà, autant dire que c'est vraiment pas bon de ce point de vue-là. Donc, est-ce que c'est pas le moment de vendre des assets pour aller réallouer son capital? Ça, c'est la question. La question se pose et la question a été posée. Donc voilà, ils disent que c'est en cours, mais ils veulent pas griller les étapes, ils veulent pas faire ça dans la précipitation, mais il faut s'attendre à ce que y ait des ventes ou des restructurations. La seule bonne nouvelle qu'on a, c'est les rachats d'actions. Donc, ils ont déjà racheté énormément d'actions et ils ont annoncé qu'ils allaient encore racheter plus d'actions, 25 milliards de dollars, d'ici à mars 2027, donc en 3 ans, 25 milliards de dollars, c'est quand même beaucoup. Après chaque fin de quarter, on aura une update sur les rachats d'actions, déjà en avril. Donc pour moi, cette publication, c'est vraiment la publication où on passe tous les trucs pourris sur 2023. De mon point de vue, l'achat d'actions par Joe Tsai et par Jack Ma, surtout Jack Ma, c'est un signal très fort pour les investisseurs parce que c'est des insiders qui sont iconiques et je pense qu'on va avoir des surprises, je pense qu'on va avoir du travail de restructuration, on va avoir ce rebond qu'on attend tous, ou je suis peut-être le seul à attendre. Pourquoi moi là? Et pourquoi pas les autres alors? Et tout seul, connard. Parce que tous les autres sont partis, encore et toujours optimiste sur la marque Alibaba. Donc voilà ce que je pense de cette publication. Effectivement, elle n'est pas génialissime. On est toujours sur des valorisations de l'entreprise qui sont très très faibles. Avec les rachats d'actions, ça sera encore plus sous-évalué. Dans une interview, une personne qui disait « Non mais là on est à 2 fois les free cash flow sur la valorisation. » Voilà. Encore une fois, ça reste seulement mon point de vue. Vous savez que je suis plutôt encore bullish sur le marché. Par rapport même à la situation de la Chine, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de s'améliorer. Il y a des points de croissance, il y a des points de relais sur la Belt and Road, sur toutes ces zones-là qui sont vraiment très importants. C'est là qu'on va voir une grande partie de la croissance. Et sincèrement, le fait que Trendyol marche bien, ça peut être vraiment un game changer pour Alibaba. Avec Lazada, Trendyol, c'est vraiment des points qui vont faire gagner du chiffre d'affaires pour Alibaba à l'avenir. Et franchement, si ça redescend, faudra pas me chauffer longtemps pour que j'en remette une petite louche. Oh my God. Voilà, vous savez quelle est mon hypothèse d'investissement. Bien sûr, ce n'est pas un conseil. Faites d'abord vos recherches. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. La Chine, elle est passée de 0 million de logements il y a 40 ans. Ils n'avaient pas bâti de logement depuis un siècle. À 20 millions de logements. Donc vous imaginez ce qu'il faut de ciment, d'acier, de verre. Donc ils ont dû développer toute une industrie de l'infrastructure. Et puis quand ils sont arrivés à 20 millions, ils ont à peu près besoin de 20 millions de logements par an. Donc ils sont restés à 20 millions. Mais l'industrie, elle s'était bâtie pour passer de 2 à 3 à 4 à 5 à 10. Puis quand ils étaient à 10, c'était pour 8. Donc ils pouvaient faire 25 millions de logements. Mais on n'en a fait plus que 20. Donc vous vous retrouvez avec une surcapacité monstrueuse. Et les bourses se pètent la gueule, les banques sautent, les sociétés immobilières sautent, etc. Et ça prend à peu près 10 ans pour nettoyer. Puis pendant que ça se nettoie, en principe, puisqu'il n'y a plus cette énorme demande de capitaux pour les logements, les taux d'intérêt commencent à baisser doucement. Puis à un moment, ils passent en dessous de la rentabilité des affaires qui ne sont pas dans le logement. Et hop, à ce moment-là, la rentabilité du capital étant supérieure au coût du capital, l'économie en démarre. Ça prend à peu près 10 ans pour que c'est là où est la Chine aujourd'hui. Donc moi, si j'ai publié un papier la semaine dernière en disant aux gens, si j'étais vous, à la place de vendre des actions chinoises, j'en achèterais. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que les gens ne comprennent pas la durée nécessaire pour que le système se nettoie.